L'imagination ne manque pas aux jeunes Ivoiriens. Nous irons dans cette édition à Yopougon à la rencontre de Maurice Sangaré, le concepteur du lit télécommandé. La journée nationale de la solidarité, c'était hier pour les Ivoiriens. Qu'est-ce que la solidarité? Élément de réponse dans ce journal. Et c'est toujours le suspense en France. L'on attend toujours la présentation du nouveau gouvernement de Manuel Valls. Il devrait être connu, en tout cas, au cours de cette journée. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bonjour à tous. Sachez à l'entame de ce 12h30 que c'est ce mardi que le président ivoirien Alassane Ouattara regagne Abidjan après un séjour de 2 semaines passées en France. On en voit souvent des téléviseurs commandés par une manette, des climatiseurs également et même des jeux pour enfants. Ajoutez à cela désormais le lit télécommandé et oui, un lit à coucher qui fonctionne avec une télécommande. Ce n'est pas un lit simple, il comporte en plus d'un écran plasma incrusté, un poste de radio, une caméra et des tiroirs eux aussi télécommandés. Cette trouvaille made in Côte d'Ivoire est de Maurice Sangaré, électronicien dans la commune de Yopougon. Vous voulez en savoir plus sur ce meuble révolutionnaire? Suivons ensemble ce reportage signé Koné Pargassoro, Flore Kakou et Franck Quadio. De la musique. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas dans une discothèque, mais plutôt sur un lit. Un lit magique, selon son concepteur, sur lequel se trouve une télé écran plasma, un poste radio avec des baffes et une caméra extérieure. Tout ce matériel pour ce lit électrique fonctionne avec une télécommande. L'idée est de Maury. Ce jeune électronicien, la trentaine révolue, dit avoir été inspiré depuis son jeune âge. L'idée est venue depuis que j'étais petit, quand je venais voir mon oncle, chaque fois il mettait la radio au chevet de son lit. J'ai dit mais pourquoi pas un jour mettre la radio intégrée et puis caméra ainsi de suite. Et chaque fois je bricolais les petits trucs. C'est un lit pratique, c'est à 12 volts. 8 ampères. C'est alimenté avec un allume ordinateur. En plus du matériel électronique, ce lit comporte aussi des tiroirs lumineux et télécommandés. Dans cet atelier situé à la Riviera Palmeraie, Maury ne travaille pas seul. Au nombre de 7, ces jeunes inventeurs souhaitent que des personnes de bonne volonté leur viennent en aide. C'est une réalité. Il peut fabriquer plus que ça. Et peut-être au-delà de ça, mais c'est un don de Dieu. Si le gouvernement peut nous encadrer, vraiment ça nous fera plaisir. Maury et ses amis ne sont pas à leur première expérience. Des véhicules électroniques ont été déjà conçus par ces jeunes qui ne manquent pas d'imagination. Ils comptent dans les jours à venir réaliser des lits électriques en aluminium. Passionné d'objets électroniques, Maury et son lit magique, c'est donc une histoire d'amour. Bravo en tout cas à tous ces jeunes inventeurs ivoiriens et vous avez reconnu plus tôt la voix de Patricia Oumou-Etia. Hier lundi 25 août, les Ivoiriens ont marqué une halte pour célébrer la 7e journée nationale de la solidarité. La solidarité est une valeur cardinale dans tout processus de réconciliation ou de cohésion sociale. Alors justement sur le sujet, la rédaction s'est intéressée à la perception de la solidarité par les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils en savent et comment manifestent-ils des actes de solidarité au quotidien? Ils se sont prononcés au micro de Patricia Oumou-Etia. La solidarité est un état d'esprit grâce auquel les gens s'entraident en dehors de toute considération de race, de religion ou d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le 25 de chaque année marque la célébration de la Journée nationale de la solidarité. Une journée qui vise à célébrer et à rappeler la valeur cardinale que constitue la solidarité nationale dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Si tu as un ami ou bien une soeur qui est là, qui a des soucis, qui a des problèmes, au moins tu peux partager ses problèmes avec elle. Mais ça ne devient pas un fardeau. Il faut être solidaire avant de pouvoir... Il faut être solidaire avant de pouvoir avoir la paix dans le pays. Donc j'invite tout le monde à être solidaire. Nous qui vivons dans les cours communes, là, on vit ça tous les jours. Dans ma cour, il y a Baoulé, il y a Burkinabé, il y a, je ne sais quoi, Malinké. À chaque fois qu'une personne est malade, tout le monde va à son cheveu. Ça aussi, c'est une preuve de solidarité. J'ai un ami qui a eu un accident. Je partais à l'école, j'étais en terminale. En tout cas, j'ai laissé mes études. Je suis resté à côté de lui à l'hôpital pendant un très bon moment. Malgré que je n'ai rien financé, mais j'étais à côté de lui. Dans le domaine aussi du transport, on fait de la solidarité aussi. Mais souvent, il y a des clients qui viennent, pour la baby c'est 300. Souvent, ils viennent nous proposer 250, qui n'ont rien. Donc souvent, on les prend pour qu'ils puissent arriver chez eux dans leur lieu de travail.
Instituée en 2007 en Côte d'Ivoire, cette journée a pour but de souligner l'importance de la solidarité pour faire progresser la réconciliation, le développement et la lutte contre la pauvreté. Yogwebi Kwasi Bernard, c'est le nom du nouveau chef de la communauté Gouro d'Abidjan, une communauté fortement représentée au sein de la capitale économique ivoirienne. Et comme il est de coutume, des challenges attendent ce nouveau chef, notamment arriver à unir les fils et filles du pays Gouro. Yogwebi Kwasi Bernard a été investi samedi dernier à la place Fig-Gayo de Yopougon en présence de nos reporters Nou Sangaré et Grace Kando. L'unité, la cohésion sociale, la paix, des valeurs que veut promouvoir la communauté Gouro d'Abidjan. Son ambition, participer au développement de la Côte d'Ivoire, principalement à celui de la région de la Maraoui. Pour atteindre tous ces objectifs, la communauté Gouro d'Abidjan se choisit un nouveau chef. Son nom, Yogwebi Kwasi Bernard. Ce nouveau chef aura pour mission notamment d'unir les fils et filles du pays Gouro autour d'un idéal, celui du développement de la région de la Maraoui. Les frères qui sont encore à distance et qui ne veulent pas rejoindre le rang des chefs que je suis, de venir se mettre dans ces rangs. Dans ces rangs, mon bras est ouvert à tout le monde parce que je suis là pour les réconciliations. Le nouveau chef suprême des Gouro d'Abidjan investi, les cadres de la Maraoui décident de le soutenir dans sa mission. Nous allons parcourir nos différents départements pour appeler nos parents à la réconciliation, à la paix, à l'unité, à la cohésion sociale, au développement de nos régions. Il faut que ce soit notre souci quotidien, le développement. Parce que le train d'Alassane Ouattara est en marche. Originaire de Saint-Fra, Yogwebi Kwasi Bernard est le deuxième chef de la communauté Gouro d'Abidjan. Rendons-nous maintenant à l'intérieur du pays, deux destinations, le Tonki et le Bafing. Les agriculteurs de ces deux régions ont eu le privilège récemment d'abriter le lancement de la campagne phytosanitaire 2013-2014. Ce sont plus de 50 000 hectares de produits qui ont été distribués. L'objectif est de permettre aux paysans d'entretenir leurs plantations afin d'accroître la productivité. F. Boué, Franck Quadio. Fidèle Tiendre Beogo est producteur de café cacao à Danani, dans l'ouest ivoirien. Il est souvent confronté aux mauvaises récoltes dues à la mauvaise qualité du verger. Aujourd'hui, comme Fidèle, Alphonse Batois est également confronté aux mêmes réalités. Ils viennent de recevoir un lot de produits phytosanitaires. Les produits que vous voyez dans ma main coûtent très cher. Et si le gouvernement décide de nous donner gratuitement, parce qu'on a vendu une minorité de poids et nous donner gratuitement, c'est pour encore augmenter notre production pour que nous donnons plus. 30 000 hectares d'insecticides, 25 000 hectares de fongicides et des kits de traitement pour les producteurs de café cacao de l'Ouest, des produits qui serviront à l'entretien des plantations pour améliorer la productivité. Les fongicides servent à traiter la pourriture brune qui vraiment souvent dans certaines zones détruit la production jusqu'à 40%. Mais les insecticides aussi, c'est pour pouvoir lutter contre les myriades, en tout cas les insectes qui freinent la bonne évolution des cabosses. Donc c'est pour aider nos parents à avoir une bonne production. Cette opération concerne environ 20 000 producteurs de cette zone regroupant le Tonki et le Bafing, deux zones qui produisent plus de 45 000 tonnes de café et de cacao par an. Et puis, le Cameroun encore sous le choc 2 jours après le décès de l'attaquant Albert Ebossé. La mort du joueur camerounais suite à des jets de projectiles sur un stade d'Algérie suscite de vives émotions à Douala. En Dorchimbi, un quartier populaire de la capitale économique du Cameroun, on lit aisément la tristesse sur les visages. L'émotion est vive au domicile des parents d'Albert Ebossé Bodjongo. La mort brutale en Algérie du footballeur camerounais constitue une grosse perte pour sa famille. Il était tout pour moi, puisque son frère est décédé, il m'a laissé les enfants, qu'il m'a dit, ça fait 3 jours qu'il va prendre charge de ces enfants-là. Marie-Gisèle est la fiancée d'Albert Ebossé Bodjongo et la mère de son enfant. 48 heures après le drame,
elle est plongée dans un cauchemar. C'est traumatisant. Je n'en reviens pas. C'est comme si j'étais dans un rêve. Peut-être c'est quand je verrai le corps que je vais sortir de mon rêve. La nouvelle du décès d'Albert Eboche Boudjongo s'est répandue comme une traînée de poudre à Douala. C'est dans cette ville côtière que le footballeur est né il y a 24 ans. La presse locale lui rend hommage et son ancien entraîneur est partagé entre incompréhension et colère. Ce garçon était un élément clé qui pouvait, n'est-ce pas, apporter beaucoup à sa famille et bon, apporter aussi au peuple camerounais qui attendait beaucoup de lui. J'espère que la FIFA et la Confédération africaine de football doivent trouver des mesures pour que des actes pareils ne se produisent pas, n'est-ce pas, dans les stades de football. Attaquant de pointe de la jeunesse sportive de Kabylie, Albert Eboche Boudjongo a fait vibrer pour la dernière fois ses fans samedi à Tizi-Ouzou en inscrivant un but sur pénalty. C'est à l'issue de ce match perdu par son club que le footballeur camerounais est mort dans des circonstances non encore élucidées. Pour certains, son décès est consécutif à un traumatisme crânien provoqué par un projectile. Mais d'après d'autres sources, le meilleur buteur du championnat algérien de la saison dernière serait mort d'une crise cardiaque. La Fédération algérienne de football, la Ligue de football professionnel et la jeunesse sportive de Kabylie ont décidé d'octroyer une indemnité de $100 000 à la famille d'Albert Eboche Boudjongo. Et puis, dans quelques heures en France, ça sera la fin du suspense. Le gouvernement Valls II sera connu en cours de journée. Engagé depuis les premières heures ce lundi dans de vastes consultations, le Premier ministre français Manuel Valls devra se passer d'au moins 3 noms majeurs, dont celui de l'ex-ministre de l'économie Arnaud Montebourg, pour former son nouveau gouvernement. L'ex-argentier a déjà annoncé qu'il retrouvait sa liberté et retournait donc à son activité professionnelle. En Ukraine, pendant que Moscou annonce un deuxième convoi humanitaire, quelques jours après la polémique sur le premier convoi, l'arrestation de soldats russes sur le territoire ukrainien vient d'être confirmée. Les soldats auraient traversé la frontière par accident. Par ailleurs, les rebelles pro-russes ont exhibé leurs prisonniers de guerre à Donetsk, leur fief dans l'est de l'Ukraine. Alors que le président ukrainien célébrait dimanche la fête de l'indépendance, dans leur bastion de Donetsk, les séparatistes pro-russes se livraient à une sinistre parade. Sous un soleil de plomb et sur fond de bombardements tout proches, une cinquantaine de prisonniers de guerre ukrainiens défilent, tête baissée, main dans le dos, encadrés par des rebelles en armes. Les invectives fusent, fascistes, pédérastes, vous tuez nos enfants, certains réclament même la mort de ces sous-hommes. L'humiliation durera un quart d'heure. Les autorités se sont inspirées de la marche des vaincus allemands organisée par Staline à Moscou en 1944. Et quand on lui parle de violation de la Convention de Genève destinée à protéger les prisonniers de guerre, le Premier ministre autoproclamé répond par l'ironie. Kiev a dit qu'ils auraient un défilé à Donetsk pour l'anniversaire de l'indépendance. Eh bien, ils l'ont eu leur marche à Donetsk. Le chef de la diplomatie russe aussi ne voit dans cette parade rien d'humiliant. Passé maître dans l'art de souffler le chaud et le froid, Moscou vient d'annoncer l'envoi d'un nouveau convoi humanitaire en Ukraine, le précédent étant entré sans autorisation de Kiev. Alors que sur le terrain, les combats font rage, la rencontre prévue mardi entre Vladimir Poutine et son homologue ukrainien lors d'un sommet régional à Minsk s'annonce difficile. Enfin, Téhéran s'engage aux côtés de Bagdad pour stopper l'avancée des djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Rappelons que le gouvernement irakien fait face depuis le 9 juin dernier à une offensive de l'État islamique, un groupe sunniste extrémiste qui s'est emparé de 5 provinces du pays, entraînant ainsi la fuite de plusieurs milliers d'Irakiens. C'est la fin de ce journal, mais avant, sachez que c'est ce mardi que le président ivoirien Alassane Ouattara regagne Abidjan après un séjour de 2 semaines en France. Excellent après-midi en compagnie des programmes de RTI2. Au revoir.